Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille Et Marion, cofondatrice de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie, emballage collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Il me semble qu'un bon projet de design, en effet, c'est un projet qui rend la vie ordinaire à la fois plus facile dans l'usage, plus plaisante aussi. Oui, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça change tout, de découvrir qu'il y a une activité professionnelle, il y a un champ de recherche derrière cette pratique, et que tout ça, en plus, ça s'appelle le design graphique. Là, on a l'impression effectivement d'avoir ouvert une boîte et qu'on ne va jamais pouvoir la refermer, et c'est ça qui est génial. Que ce soit faire une carte de visite ou un livre ou une affiche ou autre, tous les supports sont à considérer et doivent être soignés parce que c'est une question d'utilité publique en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le design pour, à partir de lui, poser à la philosophie des questions. J'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours quelque part. Pour ce 4e épisode du Radiographe, nous avons eu l'honneur de passer quelques heures en compagnie de Thomas Couder et Clément Vaucher, formant le duo Elmo. Mais je crois aussi que c'est finalement, on a, pour certains projets, assez souvent d'ailleurs, on cherche pas forcément à produire une image finie. Ouais. C'est-à-dire en disant voilà, il y a cette image et puis elle est comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur des images où la construction est visible en fait. On ne la dissimule pas, on ne fait pas semblant qu'elle n'a pas eu lieu ou on ne la cache pas. Au contraire, on la met en avant. C'est un peu ça d'ailleurs le graphisme qu'on aime aussi, c'est-à-dire de pouvoir passer du basket à de l'art contemporain, à de la cuisine, à du jazz pointu. Confortablement assises dans les fauteuils et canapés de leur atelier, nous avons parlé d'impression, de variations au sein de projets, de démystification du design, de l'intelligence du regardeur, de catalogue de bouteilles de vin, et nous avons comparé le design à la vie. La vie, ce n'est pas ce qui a manqué lors de notre conversation, qui fut rythmée par l'animation joyeuse de leur espace de travail. Nous vous souhaitons à tous une agréable écoute. Donc Clément et Thomas, vous êtes tous les deux graphistes. On vous connaît principalement pour des nombreuses affiches. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vous a connus. Très colorés, avec des systèmes qui se mettent en place. Et vous êtes connus tous les deux à Besançon en 97, il me semble, pendant vos études. Et 10 ans après, vous formiez le duo Elmo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans? Comment vous êtes rencontrés et comment vous êtes vous avez été amenés à travailler ensemble? Avant qu'on fasse Elmo, on travaillait déjà ensemble sous La Bonne Merveille. Donc, on était 3, donc c'était un autre nom. Et c'était à partir de 2003, il me semble. Et on a commencé à travailler sous le nom de La Bonne Merveille en prenant l'atelier dans lequel on est là, à Montreuil. Et ça a été un peu aussi une des raisons pour lesquelles on se mettait à travailler ensemble, Donc voilà, ensuite on a fait de manière un peu classique nos études ensemble. Peut-être dans l'ordre, on s'est rencontrés à Besançon pour un BTS de communication visuelle, ça s'appelait comme ça, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui. Et ensuite, après ça, on a eu chacun des expériences différentes. Moi je suis monté à Paris. Enfin, on est tous montés à Paris. On dit monter à Paris comme on vient de province. On ne descend jamais à Paris. Parce que moi, je suis originaire de Strasbourg, Clément du Jura. Et donc, on est allé à Paris aux alentours de la fin des années 90. Moi, j'ai fait quelques stages, mais je n'ai pas poursuivi mes études. J'ai fait des stages et j'ai commencé à travailler assez rapidement.
Toi, t'as fait, Moi, j'ai fait un DSA en typographie à Estienne. Donc c'était 2 ans en plus en formation, mais assez spécifique que sur la typographie. Donc on s'est retrouvés. Et ensuite, moi, après mon diplôme, j'ai été salarié pendant quasiment 2 ans en CDI. Donc c'était vraiment c'était une super expérience dans une agence qui s'appelait Gédéon, enfin qui s'appelle toujours, je pense qu'elle existe encore, qui était spécialisée dans l'habillage télé. Donc c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc c'était un peu par hasard et on va dire presque un malentendu. Je me suis retrouvé dans cette agence à faire des identités pour les chaînes de télé. Et j'avais eu la chance, parce que ça s'était bien goupillé comme ça à ce moment-là, de travailler sur l'identité de France Télévisions, donc qui est toujours en place encore maintenant. Donc France Télévisions, France 2, France 3, France 5. Donc ça m'a pris quasiment 1 an et demi de travail de faire la charte graphique. Et donc déjà à l'époque, vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, j'avais demandé à Thomas de l'aide en tant qu'indépendant. Moi à ce moment-là j'étais indépendant, j'ai eu plusieurs expériences, j'étais plutôt indépendant. Après j'ai été accueilli par H5, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc j'étais dans leur bureau, ils me filaient un bureau et puis de temps en temps je travaillais pour eux. Mais à part ça, j'étais indépendant, donc je pouvais, Clément m'appelait. Et j'ai travaillé un peu sur France Télévisions, et puis je travaillais pour d'autres gens, je travaillais un peu pour Matt Martin, pour 2 saisons de théâtre, parce que je faisais beaucoup d'images à ce moment-là. Et puis moi j'en avais un peu ras-le-bol d'être chez H5, toi ça se finissait, j'ai des... Oui, puis moi j'étais content d'être salarié 2 ans, mais au bout d'un moment j'avais plutôt envie de faire entre guillemets mon propre travail, c'est-à-dire j'avais appris beaucoup de choses et c'était très confortable, mais de faire mes propres projets. Donc j'étais plutôt attiré par ça en fait. Donc votre duo, ça a été une suite d'événements. C'est que des situations en fait. Ouais. Parce que l'atelier, en fait, on cherchait pas à proprement parler d'atelier. Moi je m'ennuie, enfin c'est pas que je m'ennuyais, mais j'avais envie de partir de chez H5. Toi ça s'est fini. Puis à ce moment-là, une amie à nous a fait part du fait qu'ici, ça se savait, par de bouche à oreille, qu'il y avait tout l'étage ici qui était en train potentiellement de se libérer, donc des ateliers à disposition. On est allé visiter, on a rencontré le propriétaire, on a choisi sur plan, ça avait l'air pas cher, le mec avait l'air sympathique. On était plusieurs comme ça, on a appelé un peu à droite à gauche et on s'est retrouvés à 6 dans cet atelier ici. Mais disons qu'à ce moment-là, on ne s'était pas dit, tiens, allez, on travaille ensemble. On s'est retrouvés effectivement ensemble et au bout de 3-4 mois, on était tous dans la position à être indépendants. En tout cas, il y avait Thomas Dimetto, un 3e graphiste, qui avait fait ses études avec nous aussi, qui était un peu dans la même situation. Il avait travaillé chez Technicart, puis il se retrouvait indépendant. Bref, on s'est retrouvés tous les 3 au moins, à se dire, complètement couillon, peut-être de faire un book avec de maigres références. Chacun dans son coin et d'aller, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps de faire un book commun et d'aller démarcher avec des écritures, on a vraiment des écritures peut-être assez différentes et on a tenté le coup. Puis l'idée, je pense aussi du collectif nous plaisait pas mal à l'époque, c'est-à-dire justement de mettre en commun des écritures différentes, des parcours différents. Moi, dans ma tête à l'époque, vu que j'avais fait de la typographie, j'aimais assez bien tout ce qui était édition, j'étais assez attiré aussi par ça. Thomas, tu avais fait pas mal d'images avec Matt Martin. Ouais. On avait aussi des parcours et des choses différentes et on avait envie de travailler dans des domaines aussi très variés. Et du coup, le fait aussi de mutualiser comme ça des écritures singulières, différentes les unes des autres, était assez logique dans la manière dont on envisage le graphisme et le travail en fait. Et du coup, ces écritures différentes à la base, mais aujourd'hui vous avez une écriture qui vous est bien propre aussi à tous les deux. Là, ça fait un bond de 15 ans. Voilà. Non, je pense qu'il y a une vraie, alors c'est peut-être pour faire un intermédiaire dans ces 15 années-là, il y a une vraie différence, c'était quand je parlais de collectif, c'est parce qu'aussi on voulait travailler avec des photographes, on voulait inclure énormément de gens dans notre manière de travailler. Donc là, c'était quelque chose de assez ouvert qui s'appelait La Bonne Merveille, donc avec Thomas Dimetto. Et ensuite, quand on a arrêté, on s'est mis à travailler que les deux, sous le nom d'Elmo avec Thomas. On est devenu du coup un duo en fait. Et ça n'a rien à voir dans la manière de travailler. C'est-à-dire que
l'écriture est devenue vraiment plus commune, c'est-à-dire on a une écriture en commun qui s'appelle Elmo, et on travaille comme un duo, c'est-à-dire on ne travaille plus comme un collectif, un groupe qui doit débattre, etc. Et depuis ce temps-là, je pense que quand on travaille, et du fait aussi qu'on travaille depuis très longtemps, souvent on a les mêmes réflexes, on a la même histoire, presque aussi graphique. Donc on a, pour le coup, je pense maintenant une écriture beaucoup plus commune. Même si on reste des personnes à part entière, donc on a aussi nos envies, des choses chacun... Des petites obsessions, voilà, etc. qui sont différentes, et c'est souvent, même après c'est con, mais sur des projets où à chaque fois, pour le coup depuis qu'on travaille, chaque fois qu'on a un projet, on y réfléchit chacun de l'autre côté, et ensuite on en discute ensemble, ça arrive quand même souvent qu'on ait pensé la même chose. Mais c'est du fait de cet historique qui fait qu'au bout de quasiment 15 ans, on a des envies qui arrivent en même temps parce que ça fait un certain temps, je ne sais pas, qu'on a utilisé pas mal de photos et qu'on en a marre. Donc naturellement, au même moment, on a envie de passer à quelque chose de peut-être plus typographique, sur des choses plus simples, ou à l'inverse. Donc il y a un moment aussi, tout ça qui fait que, que l'écriture est sûrement plus presque commune et moins identifiable l'un ou l'autre maintenant. Et justement, pour revenir aux origines, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire du design graphique, ou est-ce que vous l'avez plus ou moins appris, comment ça s'est développé cet attrait-là? Moi, pas du tout, en tout cas. J'ai fait un BTS, honnêtement, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais fait un cursus général. Je m'ennuyais un peu. S'il faut trouver des filiations, je pense que c'est un lien. Je faisais pas mal de graffiti en seconde, première, terminale. Bon, il faut trouver un lien, parce qu'en même temps, j'ai assez vite pris mes distances avec le milieu et les figures de style imposées du graffiti, qui était assez fermé, clos sur lui-même. Mais en tout cas, peut-être que ça a joué. Et donc, j'ai fait, en faisant mon BTS, je faisais beaucoup de photographie à l'époque, vraiment. J'ai passé une année quasiment du BTS dans le labo photo qui était à disposition. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le graphisme, en fait. J'ai découvert en le faisant, mais surtout, en fait, j'ai découvert, moi, le graphisme en commençant à travailler, c'est-à-dire, et en ayant travaillé chez Malte Martin, pour H5, j'ai vraiment eu un panel très large, tantôt musique, mode, luxe, du côté H5, tantôt plutôt théâtre, côté Malte Martin. À ce moment-là, moi, j'ai rencontré aussi les gens du Festival Jazz d'Or, qui j'ai commencé à travailler. Donc en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, le graphisme c'est aussi large que ça. Et à me dire, ah bon, peut-être que je pourrais en faire mon métier. Ça tombait bien, j'avais déjà fait 2 ans d'études. Mais je pense que pendant les études, j'ai pas exactement compris de quoi y retourner en fait. Je faisais des images, j'étais content, il fallait mettre un peu de typo dessus, bon, pourquoi pas. Mais je savais pas trop en fait. C'était plutôt par l'image que je suis venu au graphisme en fait. Si, moi plus, je crois que j'ai découvert pendant mes études un peu. Après, c'est comme Thomas, c'était au lycée, j'ai fait une mise à niveau parce que mon grand frère avait fait ça. Mon grand frère, il a fait ça parce qu'il voulait dessiner des voitures. Moi, j'ai jamais trop aimé les voitures, mais je voulais faire un peu comme lui, donc je me suis retrouvé en mise à niveau. C'était plus lié au design. Après, j'aimais bien la BD, mais c'était plus comme Fluide Glacial ou. Enfin, j'étais en A3, ce qui est des études de dessin au lycée. C'est encore un peu un style Fluide Glacial. Mais ça perdure. Et ensuite, en mise à niveau, je pense j'ai eu un professeur, Jean-Philippe Clio, en mise à niveau, qui nous a donné des exercices de typographie, des choses comme ça. Et en fait, je pense assez rapidement, je me suis dit non, le design industriel, ça me dit pas trop. Et je trouvais ça plus sympa. Vous connaissez le cursus mise à niveau? Oui. C'est-à-dire que c'est une année où, à l'issue de laquelle tu choisis si tu fais de l'architecture d'intérieur, du design d'objets. Il y avait mode, il y avait différents, donc on faisait un peu de tout. Et c'est vrai qu'à Besançon, c'était clairement, moi c'était à Besançon, c'était clairement axé graphisme. C'est-à-dire que c'était un peu biaisé parce que les profs du mise à niveau, c'était profs de aussi pas mal de graphisme. Il y avait un BTS de communication visuelle après. Donc ils orientaient un petit peu quand même, je pense qu'ils n'avaient pas la main neutre. Mais bref, en tout cas, je pense que ça m'a quand même assez vite plu. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais
jamais assez bien. Je me souviens qu'on devait dessiner des têtes de lettres en mise à niveau, on devait faire une identité pour un hôtel qui est situé à Douarnenez en Bretagne, qui s'appelait À l'Horizon. Et il fallait faire l'identité de l'hôtel, et les têtes de lettres, les cartes de visite. À l'époque, je dis à l'époque parce que il n'y avait pas d'ordinateur, donc on faisait ça à la plume et à l'encre. Donc il ne fallait pas rater quand il y avait une tâche, on recommençait la tête de lettres, on recopiait les typographies dans des catalogues de tracettes. Et sans, je sais pas non plus encore maintenant pourquoi, mais ça me plaisait, en fait, j'aimais bien. C'était les exercices qui me plaisaient le plus à faire. Trouver un système de pliage de la tête de lettres qui montre cette idée un peu d'horizon, avec des choses simples. Enfin, finalement, on traitait avec des objets des choses simples, comme une feuille de papier. Et j'aimais peut-être bien ça plus que de dessiner une lampe de poche, au fusain, un peu futuriste. Ça me plaisait plus, en fait, tous les exercices liés au graphisme. Non, mais ça me rappelait, même si je me pose rarement la question, mais on a fait nos études vraiment au moment charnière, fin des années 90, où les écoles ne sont pas encore équipées d'ordinateurs, et où donc il y a un rapport à la composition, à la typographie, à l'image, qui est, en tout cas pour moi, qui ne dessinait pas du tout, je suis arrivé là-dedans, je ne dessinais pas du tout, qui était vraiment quelque chose lié à des questions d'agencement, de composition, de photomontage, mais je faisais beaucoup de photos, un rapport, oui, alors évidemment aujourd'hui on travaille énormément sur l'ordinateur, mais je pense il y a ce qu'on fait, c'est aussi le résultat de cet apprentissage, de la manière dont on est rentré dans cette discipline. Je pense du coup il y avait un côté assez bidouille rapport dans le sens où, vu qu'il n'y avait pas d'ordinateur, je me souviens, on collectait des bouts de papier qu'on trouvait jolis ou qu'on trouvait dans la rue pour pouvoir les photocopier, parce que ça faisait du coup une matière qui nous intéressait. Ensuite on les coupait. Il y avait un peu aussi ces astuces-là. Et du coup, parce qu'il n'y avait pas Internet non plus, une histoire de collecte, de récupérer les choses, les garder. Et je pense qu'on a toujours ça avec Thomas. Alors maintenant, ça se passe beaucoup par forme de scan, et puis on collecte dans des disques durs ou sous forme numérique. Mais il y a quand même cette idée un peu de collecte et d'assemblage, qui correspond aussi au fait de travailler à deux. Moi, je trouve aussi, parce que des fois, c'est des choses que Thomas a collectées, qu'il assemble. Enfin, mais en tout cas, il y a toujours une idée de matière première qui est assez importante chaque fois qu'on travaille. Alors qui est sûrement peut-être lié à ça, j'en sais rien, mais c'était une manière de travailler aussi à l'époque. Donc là, on a mis des petits mots qu'on a jugé intéressant en tout cas d'aborder avec vous à propos de votre travail, et justement pour parler de votre travail. Donc si vous voulez un par un en retourner et nous dire en tout cas ce que ce mot peut évoquer et comment vous vous positionnez par rapport à lui. Vas-y Clément, t'es bien placé. La main innocente. Impression sur impression. Enfin sur impression. Ou impression du coup. Ou impression. Je vais dire des choses très banales par rapport à ça. Non, mais en fait l'impression c'est la résolution de toute façon de tout ce qu'on fait. En fait, et c'est la phase un peu presque ultime dans le processus de travail, qui reste toujours, pour moi je trouve une joie, une excitation en fait, le moment de l'impression, quand on se rend sur place, ou même si on ne se rend pas sur place, quand on ouvre le paquet des justifications et de l'envoi qu'on reçoit de l'imprimeur, si c'est un livre ou parce que tout se joue à ce moment-là en fait. Et après tout ce qu'on met en place avec Thomas est pour ce moment-là. Oui, c'est pour ça qu'on a noté ce mot, c'est qu'on a l'impression que vous entretenez avec ce moment-là justement en tout cas une réflexion assez importante, et que c'est le moment charnier où ça prend forme. Moi je mettrais... Vous avez des projets où l'impression et le fait d'imprimer en plusieurs temps par exemple va avoir... C'est vrai, alors moi je mettrais une différence du coup entre la sérigraphie et l'offset.
Et c'est vrai qu'en sérigraphie, ou alors pour X raisons, enfin on travaille maintenant avec les arts graphiques, enfin mais non, on a toujours travaillé avec les arts graphiques. Et le fait, le côté précieux de cet imprimeur, de Jean-Yves Grandidier, fait que, évidemment, on se rend à l'impression et que c'est aussi un moment presque de création aussi sur place. Ouais, mais plus que ça, presque on fait surtout des affiches chez lui. Enfin, pas que, mais on fait beaucoup d'affiches. En allant souvent chez lui, en connaissant le procédé de manière, en l'ayant expérimenté plusieurs fois, je pense qu'on conçoit nos images de manière complètement différente si c'est imprimé en offset ou si c'est imprimé en sérigraphie. C'est-à-dire que la manière même de travailler ou de construire une image, elle se fait d'une manière parce que ça sera en sérigraphie. On pense sérigraphie dans la construction d'une image quand elle va être imprimée en sérigraphie. C'est pas on fait une image et oh tiens, comment on va l'imprimer. Oui. C'est presque on sait à l'avance. Et si on nous disait que finalement ça serait imprimé en numérique ou en offset, presque à la limite le projet n'a rien à voir en fait, je pense. Ça influe énormément sur la manière dont on construit. Et c'est pas simplement, du coup, l'impression n'est pas simplement la résolution de passer de l'écran au papier. Il y a énormément de choses qui se jouent au moment. C'est pas juste la reproduction d'une idée. Ça se révèle tout d'un coup tel qu'on l'a imaginé ou pas. La plupart du temps, si on travaille avec Jean-Yves, c'est souvent mieux qu'on l'a imaginé. Donc tant mieux. Mais ça a une importance capitale dès le début en fait. De savoir quelle est la technique qu'on va employer. C'est l'élément, une des contraintes en fait, un des éléments déclencheurs de ce qu'on va produire en fait. Ouais, puis se rendre à l'impression des affiches, en tout cas chez les arts graphiques, c'est toujours un moment qui est aussi assez fort et qui aide pour les travaux d'après, les projets d'après. Donc c'est presque, c'est pas un serpent qui se mord la queue, mais c'est presque un cercle vertueux. C'est-à-dire plus on y va, plus ça donne aussi envie ou des idées, ou des fois ça peut presque être des points de départ. Et finalement petit à petit il y a une accumulation de choses vues et aussi d'expériences au final, qui fait que ça devient dans notre manière de travailler vraiment présent et c'est essentiel en fait. Et notamment par exemple une affiche, moi à chaque fois je suis surpris parce si on a travaillé pas mal de semaines dessus, alors il y a l'aspect du rendu de la couleur quand on est là-bas, etc. Mais il y a aussi la mise à l'échelle, c'est-à-dire que c'est là où on la découvre tout de suite dans son échelle vraie, c'est-à-dire notamment les grands formats, et que là il y a toujours, je trouve, il y a une expérience petit à petit qu'on commence à avoir de travailler l'échelle par rapport à une affiche, un grand format, notamment les abribus. Donc c'est assez particulier parce que c'est grand. Et en fait, il y a, je trouve, de plus en plus quelque chose de ce rapport à l'échelle qui est vraiment petit à petit une sorte de savoir-faire. Et que par moment, je ne sais pas pourquoi, aussi on imprime et on a l'impression que c'est immense. Et par d'autres moments, on imprime sur le même format et on a l'impression qu'en fait c'est tout petit. En fait, c'est des histoires de rapports, de proportions, etc., qui font qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations d'espace, d'échelle dans le même format. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont toujours assez émouvantes, je trouve, à découvrir un peu en direct lors de l'impression. Donc voilà, donc on essaie d'y aller. Souvent aussi, on essaie d'y aller les deux quand on peut. Alors c'est un coût aussi financier, économique, c'est qu'on n'est pas forcément payé pour les calages, ce qu'on appelle le calage pour aller à l'impression, mais même si on n'est pas payé pour, on essaie quand on trouve que c'est important, on y va quand même parce que pour nous c'est vertueux en fait, de toute manière pour notre travail et dans notre pratique en fait. Donc même si on n'est pas payé pour ça, c'est une forme d'investissement en fait. Oui. C'est presque un collaborateur, c'est un collaborateur, mais c'est un collaborateur et pour nous je pense que c'est une étape aussi importante de voir à ce moment-là, d'être sur place et de pouvoir aussi en discuter. On a appris énormément de choses et on s'est formé aussi là-bas, c'est-à-dire que dans nos études on a fait de la sérigraphie, etc., mais on n'a pas
forcément appris toutes ces choses-là. Et c'est aussi un métier en travaillant avec des collaborateurs sur le long terme qu'on apprend et qu'on continue aussi à se former. Et c'est comme ça qu'on travaille en fait. Parce que ça amène aussi des commandes. Pour nous, ça tombe un peu sous le sens que ce soit que ça ait une importance capitale. À la limite, il y a un côté artisan, c'est-à-dire on suit jusqu'au bout. Puis même c'est la finalité, c'est un objet dupliqué. Cette phase-là, elle est extrêmement importante. Mais je vais dire comme n'importe quel artisan qui fait des vêtements, un architecte, on suit le truc jusqu'au bout. C'est pas juste de pures idées ou de pures images numériques qui, par accident, se retrouveraient imprimées et diffusées. C'est la finalité. Et donc, je suis toujours surpris quand d'autres graphistes prêtent pas tellement attention à ça. C'est comme s'ils s'arrêtaient avant la fin. Et que c'était un pur travail d'esprit, alors que non, c'est un travail d'objet. Il y en a beaucoup pour qui c'est, comment dirais-je, la finalité, parce que c'est un passage obligé, mais en tout cas juste je mets ce que je vois à l'écran sur du papier et je livre. Oui, mais alors ça sous-entend, mais moi en fait. Peut-être dans les premières années je voyais pas l'enjeu, mais justement en ayant passé un peu de temps dans les imprimeries, chez les sérigraphes, des offsets, en regardant un peu ce qui se fait, ce qu'on peut avoir entre les mains, on voit bien, assez rapidement quand même, on voit que ça peut être catastrophique, que ça peut être fantastique. Et donc en prenant conscience de cet écart-là, on se dit peut-être que qu'en connaissant un peu la chaîne graphique, il y a moyen de maîtriser, ou en tout cas d'être un peu plus fin sur cette étape ultime, qui fait tout simplement, que ce soit là pour le coup un livre, une affiche, qui fait que nous, de notre point de vue, ça change tout. Ça peut être complètement raté, ça peut atteindre des choses qui sont assez fabuleuses. Et donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas ou comme si c'était secondaire. En fait. Surimpression, après, je ne sais pas, oui. La surimpression, je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très con, c'est que aussi on s'était rendu compte que des fois on peut avoir que 2 couleurs, mais du coup on en a une troisième si on les met l'une sur l'autre. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup, c'est pour ça qu'on utilisait certains types de couleurs, c'est-à-dire qu'on a beaucoup utilisé, et encore toujours maintenant, des couleurs finalement assez primaires, parce qu'on utilise souvent cette capacité qu'elles ont d'en créer une troisième presque à rien à voir en fait. Et en tout cas, on est en termes de à la fois coloré, d'utilisation, on est beaucoup là-dedans, parce que il y a toujours ce côté, c'est super, on va avoir une troisième couleur qui n'a rien à voir. Et ça, ça a toujours été lié du coup aussi à la surimpression, c'est-à-dire, et on aime bien aussi la qualité de cette troisième couleur-là qui n'existe pas en vrai, c'est-à-dire que parce qu'elle a une intensité qu'on ne peut pas avoir, parce qu'elle est faite vraiment de 2 encres l'une sur l'autre, avec donc il y a une addition de pigments, de plein de choses qui fait qu'elle a une matérialité qui lui est propre. Et donc la surimpression, c'est ça, c'est aussi cette sorte de forme de matérialité, alors en sérigraphie qui peut presque être un volume qu'on peut toucher ou en tout cas ressentir, qui amène aussi des nuances dans une affiche, de la profondeur. Là, je vois, parce que derrière vous, il y a une affiche où justement il y a 2 yeux, et la pupille des yeux, qu'on ne voit pas forcément, il y a une surimpression. C'est-à-dire que de loin, on ne voit pas que l'œil est fait d'une pupille, mais c'est juste une manière plus subtile. Qu'il y a une couleur en dessous qui fait que ça la dessine. Et puis je pense qu'il y a une deuxième raison aussi pour laquelle, si on balaye un peu notre travail, il y a pas mal de projets où il y a de la surimpression, c'est qu'on, de manière générale, là je prends dans son ensemble, on compose et on construit beaucoup, que ce soit des images, même des mises en page par couche. Il y a une logique de
composition et de construction par couche. Et assez rapidement, on s'est rendu compte, enfin nous, on se sentait plus à l'aise avec ça, de rendre ce processus d'écriture par couche visible. Et une des manières de le rendre visible, c'est de surimprimer des couches ou des langages l'un par-dessus l'autre. C'est-à-dire qu'on ne dissimule pas presque la cuisine interne de l'image, on la rend visible et la surimpression la rend visible en fait. En plus de produire tout d'un coup, la rencontre des deux crée autre chose, mais il y a cette forme de transparence et de calque de couche qui est toujours visible. Ah, cette image ou telle composition, elle est faite de ça et de ça. Et c'est visible, la surimpression le rend visible. Ça, j'avais assez bien. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur des images où la construction est visible en fait. On ne la dissimule pas, on ne fait pas semblant qu'elle n'a pas eu lieu ou on ne la cache pas. Au contraire, on la met en avant. C'est peut-être une des caractéristiques d'écriture. À un moment donné, pas tout le temps, hein, mais qu'on a beaucoup expérimenté. C'est vrai que je crois qu'on aime bien qu'on puisse voir comment c'est fabriqué. Enfin, qu'il y a un peu cette idée-là. Ouais. Oui, ou même c'est dire ah ben voilà, en fait il y a ça, puis il y a eu ça, puis ça par-dessus. Et qu'il y a toujours un peu cette lecture-là. On est moins dans une forme de complexité d'image où on a du mal à identifier les éléments, comment c'était. Il y a toujours un peu une forme de mécanique un peu lisible ou qui peut être lue en fait. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose en tout cas qui nous plaît. Et moi après je crois aussi, par exemple, quand je lis un travail d'image, que ce soit de graphisme ou d'artiste, etc., j'aime souvent ça aussi, quand ça m'est donné à voir un peu la construction de l'image, sa mécanique, c'est quelque chose que j'aime bien en fait. Bon, ça c'est un peu, je pense, fait partie de sensibilité. Je pense que ça rejoint un peu d'autres mots, si vous voulez. Allez, j'en prends un. Celui-là il est un peu caché, il doit être honteux peut-être. Mouvement, nom de Dieu. Mouvement. On travaille sous l'angle du mouvement. En fait, on pensait les choses plus. C'était pas du coup. J'ai hésité entre mouvement et déclinaison. En tout cas, variation. Ah, d'accord. Vous êtes souvent dans une idée, quand on voit les systèmes que vous mettez en place, je pense principalement les affiches qui sont votre visage finalement le plus visible qu'on a de votre travail. C'est assez drôle, hein, parce que pour autant, je pense qu'on n'en fait pas tant que ça en fait. Oui. Mais l'Internet jouant, je pense que ça se diffuse énormément les affiches. Mais après... Et c'est peut-être là qu'il y a le plus, en tout cas, que nous on peut lire davantage le côté mouvement, en tout cas de variation. Oui, d'accord, ouais. Ce que j'allais dire, oui, on aime bien les gifs animés. Oui, mais ça, enfin, presque, ça peut se lier à la question d'avant sur la surimpression révélant aussi des mécanismes de construction. C'est vrai qu'il y a pas mal de boulot, mais ça dépend. Une affiche est scellée rarement, mais dans des séries ou dans des signalétiques, où on met en place presque des systèmes graphiques qui sont susceptibles, sur des choses très simples, de produire... il y a presque une mécanique qui se met en marche toute seule, et dans des logiques de construction qui peut produire plusieurs... presque une variation presque à l'infini de combinaisons, d'images ou de construction. Donc après, il y a plein de projets effectivement qui ont été construits là-dessus, que ce soit, je ne sais rien, la cinétique de Chaumont, qui est sur on avait fait la cinétique en 2010, qui était sur des langages élémentaires comme ça, des lignes de couleurs qui se complexifiaient ou non et pouvaient créer vraiment des multiples de manière à ne pas se répéter. Parce que c'est vrai que c'était lié à ça aussi, c'est-à-dire que ce soit des affiches ou des systèmes de cinétique comme Chaumont, l'enjeu c'était aussi de pas matraquer, répéter systématiquement la même chose
mais presque qu'il y ait un système graphique qui soit susceptible de varier tout en disant la même chose, mais en même temps, elle ne le dit jamais de la même manière. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse, des systèmes capables de produire avec un minimum de langage des choses assez variées. Alors, ça me fait penser d'ailleurs, je l'ai vu passer, il doit être ici, le truc de la Commune de Paris. Il était là, non? Il est là. Qui est une des meilleures, c'est un objet, mais c'est vraiment dans cette logique-là, sur comment sur un vocabulaire très très restreint de forme. Ça, c'était presque un exercice presque une recherche qu'on n'a pas poussé complètement, mais avec un corpus très réduit de forme, comment on pouvait commencer à raconter quelque chose. Mais je crois aussi que c'est finalement, pour certains projets, assez souvent d'ailleurs, on cherche pas forcément à produire une image finie, c'est-à-dire en disant voilà, il y a cette image et puis elle est comme ça. Par exemple, la Commune de Paris, comme pour d'autres projets, on nous a demandé donc c'est une marque de vêtements qui fait des collaborations avec d'autres personnes, et ils nous ont demandé de créer 3 ou 4 illustrations ou images qu'ils imprimeraient sur des pulls, des t-shirts, que ça puisse éventuellement qu'il puisse avoir un motif dedans, etc. Et donc là, on a trouvé plutôt un système un peu de formel et de combinaison de formes qui puisse d'une manière très narrative, donc c'était aussi en lien avec ce qu'était la Commune de Paris. L'individu qui devient la foule, etc. Voilà, qui puisse raconter beaucoup de choses différentes et presque à l'infini, c'est-à-dire qui crée des bonhommes, les bonhommes peuvent danser entre eux, ils peuvent se battre, ils peuvent faire une manifester, ils peuvent faire s'agglutiner, créer un motif, faire plein de choses, jongler. Et en fait, donc par exemple, on aimait bien ce côté un peu vraiment presque à l'infini, à partir de formes simples, donc faites rondes, de bâtons, de drapeaux. Donc là, il y a un coussin par exemple, qui est juste derrière vous. Après, c'est des déclinaisons que eux ont faites, enfin que nous on a fait avec eux. Presque c'était secondaire pour nous en fait. Mais en tout cas, et ce qui était intéressant, et important pour nous, par exemple dans ce projet-là, c'était donc il y a eu des chemises, des coussins, des cravates, des t-shirts, enfin toute une forme de déclinaison, mais dans le magasin, parce que c'est dans une boutique. On trouvait ça important qu'il y ait le réglet, donc il y a un réglet qui est un réglet, on appelle ça un normographe, avec toutes les formes, et qui était vendu avec un petit livret imprimé en risographie qui montrait des exemples plus ou moins de ce qu'on peut faire avec le réglet. Et qui montrait encore les ficelles finalement. Et qui montrait les ficelles, et pour nous par exemple c'était primordial dans le magasin que ce réglet soit visible et à la vente. C'est-à-dire que c'est là où du coup c'était aussi la clé de tout le reste, toute cette collaboration. C'est-à-dire que oui, il y a ce coussin, il y a ce motif sur la chemise, etc. Mais le point de départ c'est ça. Et les personnes peuvent aussi y participer, créer. Donc là c'est plus une sorte de processus de mécanique qui est mise en place. Et qui peut donner ça, mais aussi d'autres choses, etc. Et c'est vrai que c'est souvent des manières de faire ou de prendre les choses qui nous plaît et qui amènent en effet du coup de la variation de fait et aussi du mouvement. Mais je pense que c'est vrai, tu as raison, il y a rarement le boulot, il y a des images, je sais jamais, c'est pour ça que c'est un peu compliqué en archive. On fait souvent des variations en fait, et presque aucune n'est l'image finale. Il y en a toujours plusieurs en fait. Et il pourrait potentiellement y en avoir à chaque fois plus. Même les pronomades, à chaque fois c'était d'abord des séries de 8, il aurait pu en avoir 15, au bout d'un moment on se lasse. Mais aucune n'est plus finie que l'autre d'une certaine manière. Il y a aussi des contraintes de délai, donc à un moment donné, on fiche quelque chose, ça pourrait être... c'est comme ça, mais il n'y en a pas une. Et je pense d'ailleurs que qu'on ne nous demande qu'une image, c'est un peu... c'est violent cependant, mais c'est... comme ça sort d'un processus de construction et d'élaboration, potentiellement ça peut produire beaucoup plus. Et on se sent assez à l'aise
avec le fait qu'il y en ait plusieurs en fait. Alors c'est assez contradictoire parce que s'il y a bien un lieu normalement où c'est la reproduction et l'identique d'une chose, le graphisme c'est souvent ça. Après nous c'est pour ça qu'en connaissant les systèmes d'impression, les objets, on peut par moment le pousser pour produire du multiple. Puis je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre je sais pas, de la vie. Oui. Je suis habillé comme ça aujourd'hui, demain je le serai autrement. Peut-être une peur aussi de figer à un moment donné les choses dans une image qui condenserait tout. Quelque part cette image, elle dit la même chose que celle-là, mais un peu différemment. Et celle-là, à son tour, un peu différemment aussi. Je crois qu'on a mis assez bien ça, le côté non figé, donc oui, mouvement en fait. Voilà. Alors c'est chiant pour les archives, par moments ça nous fatigue de faire des versions, on se dit c'est un casse-tête infernal. Puis, de varier, de chercher. Non, pas chercher, Après dans la résolution c'est toujours plus de travail. Ouais. Oui. Aussi que d'en faire qu'une, parce qu'il y a toujours une mise en place après sur des choses très bêtes, mais de mise en place, une impression, sur des histoires de livraison, de diffusion. Par exemple, quand on fait pour Jazz d'Or, donc le festival de jazz, la version à Berlin, une édition à Berlin, chaque fois qu'on travaille sur les affiches à Berlin, vu que les affiches sont collées par 2, 3, 4, 5, on fait toujours des modèles différents, c'est-à-dire que les couleurs d'affiches à Berlin, quand ils reçoivent le tas d'affiches dedans, c'est pas la même affiche, mais c'est 5, 6 modèles différents. 4 modèles différents. Donc ça, c'est 4 choses différentes à imprimer, mais quand on est chez les arts graphiques à l'impression, ces tas-là, il faut qu'ils soient mélangés. Donc après, c'est quelque chose de bête, mais du coup, il faut qu'on passe 2-3 heures à mélanger les tas feuille par feuille pour que ça marche dans la rue, c'est-à-dire que ça soit... le couleur d'affiche quand il prend au hasard, que ça soit jamais 20 affiches qui soient les mêmes les unes sur la pile. Je ne sais pas si vous avez vu ça dont Clément parle, parce que le fait qu'à Berlin ce soit des affichages, c'est assez différent d'ici, dans la rue, qui sont vraiment par grande quantité. Quand on avait vu ça la première fois, on s'est dit c'est con, on en imprime 4 en même temps chez les arts, le format A1. C'est imprimé en 1 fois 4, donc on s'est dit pourquoi pas en faire 4 différents, pas juste pour en faire 4 différents, mais pour que potentiellement quand sur un mur où il y en a à Berlin où il y en a 8, que ce soit pas la répétition de la même image, et qu'éventuellement presque le poster, l'affiche, l'unité de l'affiche disparaisse au profit d'une surface plus grande où il se passe autre chose. Et c'est assez surprenant d'ailleurs que c'est assez peu utilisé ça à Berlin. Oui, parce qu'après c'est bête, parce que je me souviens à Berlin la première année, quand on était allé, c'était un portrait d'un musicien qui était dupliqué comme ça, c'était super con en fait. Et ça marchait pas du tout, il y avait même un côté un peu ridicule qui a sa tête comme ça dupliquée 10 fois en fait, et ça faisait des sortes de pavés. Et c'est vrai que je crois que c'est l'année d'après, on a fait presque la même chose, mais c'était il y a un portrait noir et blanc d'un musicien, mais il avait des poses de tête légèrement différentes. C'est-à-dire qu'il bougeait un petit peu la tête, il fermait les yeux, etc. Et ça donnait quelque chose d'un peu étrange, parce qu'on ne s'en rendait pas compte tout de suite, mais il y avait une forme d'animation en fait, de ce personnage qui à la fois regardait ses les yeux, etc. Ça racontait plus de choses. Exactement, donc d'un seul coup il y avait autre chose, alors que de loin c'était le même portrait, mais en fait non, c'était... Donc ça c'était l'année suivante, et ensuite on a essayé plein de choses différentes, plus travailler presque comme l'affiche, comme papier peint, c'est-à-dire avec des raccords, donc où ça crée des immenses surfaces, avec au contraire des fois des choses assez différentes, ou juste sur des changements de couleurs, et en fait à chaque fois on a appris un peu cette... que c'est pas une contrainte, mais ce fait-là, qui est comme... la diffusion étant celle-là, c'est presque c'est le préalable à un moment donné, on s'est dit il y a un truc à jouer avec ça. C'est étrange que les graphistes à Berlin s'en emparent pas trop, enfin, moi j'ai pas trop vu, et c'est vraiment un truc... Après c'est lié à l'imposition aussi, donc c'est lié au fait que nous on imprime ces affiches sur grand format, donc on peut en mettre 4 pour le même prix en gros. Donc ça c'est possible, sûr que si on imprime directement en offset à ce format-là,
et On va on payer peut 4 faire fois, qu'un seul modèle. Là, économiquement, le fait d'imprimer Ça change sur rien. des grandes feuilles de papier, des grands formats Comme la papier, variation. permet cette variation-là, en tout cas dans ce projet à Berlin. Quoi, et donc c'est rigolo parce que du coup, chaque année, on doit travailler sur les affiches de Berlin. Et il y avait historiquement, bien avant, ce qui est le principal festival, c'est surtout à Strasbourg, Jazz d'Or. Et donc forcément, c'était une porosité et puis un lien où Jazz d'Or se retrouve un peu dans ce travail aussi de variation. Donc ça s'est un peu déplacé sur le festival en France, à Strasbourg. Cette manière de prendre et de travailler en fait. Mais bon, naturellement, je pense que sur d'autres projets, on avait déjà ce qu'on disait tout à l'heure, travailler vraiment autour de ces notions-là. Je voulais ça. Allez, à toi. Trame. Alors, trame. Ça rejoint, on va toujours rester dans l'impression du coup, je pense. Enfin, si c'est la trame d'impression À partir du moment où on se soucie de l'impression et que c'est pas secondaire, forcément obligé de se poser ce genre de questions dans la résolution. Par exemple, si on parle d'affiches et de sérigraphie, mais c'est pareil en offset, mais en sérigraphie, la question se pose de manière un peu plus forte. Une affiche, même une grande affiche, elle se regarde de très près, elle se regarde de très loin, elle se regarde de très près aussi. Et c'est vrai que cette dimension d'échelle, de à quelle distance on regarde quelque chose, ça a toujours été quelque chose qui nous a intéressé. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on aime quand même toujours que la trame se voit. C'est-à-dire que, parce que nous-mêmes, on trouve ça, on prend plaisir à regarder comme ça, de près, pour regarder des trames. Je pense qu'on en revient aussi des fois à des sortes de mélanges comme ça de couleurs, il y a un plaisir aussi plastique dans la trame. Donc forcément, elle est toujours, elle est toujours assez visible. Par moment, on a essayé de faire des projets où la trame était quasiment le plus gros possible, où l'image était vraiment liée à la trame. Oui, on a fait notamment, il y a cette affiche-là qui s'appelle Screen Family, donc c'est la famille de trame, donc où c'est une photo de famille vraiment un peu kitsch et classique, où chaque membre de la famille est dans une trame différente en fait. Donc, et imprimé avec une trame différente, et il y a une petite légende de l'affiche où ils ont tous des petits surnoms, c'est-à-dire qu'il y a le fils qui s'appelle Pixie parce qu'il est en trame pixel, et donc ils ont les noms qu'ils ont sont aussi liés correspondent à la trame dans laquelle ils sont représentés. Donc oui, on a souvent aussi voulu jouer parce que c'est aussi une forme de plaisir plastique et puis que la trame a un côté magique aussi, bêtement. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur... ça montre aussi comment une image est faite, en fait. Finalement, cette image, elle dit aussi que ce ne sont que des lignes et des points et des petites formes. C'est-à-dire qu'il y a presque des unités qui sont... On les voit, on les comprend. On va pas les cacher ou les dissimuler derrière une échelle tellement petite qu'elles disparaissent. Non, au contraire, ça n'est que ça. Et ça produit en même temps quelque chose de oui, puis je crois qu'on aime bien aussi ce côté magique quand même qu'il y a toujours dans cette sorte de trame, où même cette image où la trame est énorme. Donc là, depuis où on est, je pense qu'on est à 5-6 mètres, on voit que l'image est un peu bizarre, mais quand on est vraiment loin, on voit vraiment une photo. Quand elle est en tout petit, à l'échelle d'un timbre-poste, donc là c'était dans la ville, ces images. Donc on les voyait, c'était en Suisse, donc on ne s'est pas rendu sur place, mais on avait des photos prises de loin, c'est vraiment une photo de famille, même si elle est très grossière, la trame en vrai. Donc, et pour cette affiche, il y avait à la fois ce côté magique de la trame et puis ce travail un peu plastique autour de la trame. Et aussi, je me souviens, alors ça marche moyennement, mais l'idée d'en faire une image monochrome avec 2 couleurs. Parce que la trame, il y a, alors à la radio, là, on ne voit pas, mais c'est en rouge et en bleu. Et en fait, on s'était rendu compte que quand il y a une équivalence de rouge et de bleu, il peut presque avoir une impression optique de noir et blanc à la fin, d'un monochrome.
il y a une salopette rouge, donc c'est pas tout à fait le cas, mais je me souviens qu'on avait aussi envie de travailler là-dessus, c'est-à-dire presque de loin une image noir et blanc d'une photo de famille, et quand on s'approche, en fait, c'est une image avec qui est imprimée en rouge vif et en bleu vif, et avec des trames différentes et énormes. En fait. C'est juste le niveau de lecture aussi. Exactement. Je fais un petit aparté parce qu'on a passé notre diplôme avec une réplique de votre affiche. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Oui, une réplique faite par une étudiante de notre promo. Qui nous a envoyé par la poste. Non. Non, des photos. Ouais. Oui, c'était des photos. C'était fait au feutre, c'est ça. Ouais. Surréaliste. Ouais. Et on avait du coup dans notre salle de classe cette grande réplique taille échelle 1 de cette affiche qu'elle avait faite à la main et redécoupée en petits carrés. Oui, ça devait être laborieux de travailler sur le mimétisme du coup. C'était laborieux. Au départ, je voulais l'aider à faire ça et j'ai abandonné. Il a fini tout seul. Mais vous avez bien fait, je pense. Mais c'est vrai qu'on avait fait pour... par exemple, il y a une des trames qui est une trame qu'on appelle trame aléatoire, en fait, qui était... alors qui existe, mais il y en a spécifiquement, celle-ci a été mise au point par Jean-Yves Grandidier, des arts graphiques. Donc qui, lui, techniquement, pour un certain type de résolution, sur plusieurs années, a mis en place et au point cette trame, en fait, qui lui est propre et qui est vraiment spécifique avec son photograveur, en fait, à eux, en fait, et qu'on a utilisé aussi souvent et qui est beaucoup utilisé, qui a certaines, entre guillemets, vertus, qu'une trame mécanique à point n'a pas. Et c'est toujours agréable aussi de pouvoir choisir, parce que c'est des outils supplémentaires pour nous. Par exemple, en sérigraphie, autant on a par exemple, comme outil la matité de l'encre, ou sa transparence, ou est-ce qu'elle est mate brillante, est-ce qu'elle est opaque ou transparente. Il y a aussi la trame, quelle est la trame qu'on utilise, est-ce que c'est une trame mécanique ou aléatoire, et dans quelle taille on la met. Donc, et non, après, il y a dans quel ordre de couleurs on imprime. Et c'est un peu tous ces outils-là qui font que c'est vraiment aussi bêtement agréable. C'est un outil de précision par rapport à des envies qu'on a et des résolutions qu'on veut avoir. Allez, on peut choisir. C'est à ton tour. Ah bon? Oui, d'accord. Je vais prendre celui-là. On s'amuse beaucoup. Oui, non mais tout à l'heure on parlait de système. Quand on fait des expos, je disais la contrainte, c'est un autre mot pour la contrainte, ça peut être la règle du jeu. C'est pareil, un système, il y a une règle du jeu. Peut-être un autre mot plus joyeux pour parler de contrainte. Là. Oui, alors après, le jeu, c'est peut-être aussi nous, on joue, mais aussi des fois où peut-être les gens peuvent manipuler ou des formes qu'on fait. Alors ça, on l'a fait peut-être de temps en temps, pas non plus pas beaucoup, pas spécialement, enfin, pas non plus. Mais ça arrivait de temps en temps, oui, où c'est du coup manipulable et les gens peuvent jouer en fait avec ou utiliser des formes qu'on a fait pour refaire leur propre leur propre composition Et ça, pourquoi finalement c'est si important? Vous avez déjà mis quelques mots comme c'est quelque chose qui a trait à la vie mais pourquoi cette importance du coup de faire des choses que les gens puissent comprendre comment c'est construit et puis même peut-être le refaire, avoir des outils pour Moi, il y a un côté que j'aime bien qui démystifie complètement, on va dire, ce qu'est une image ou même ce qu'est notre métier, c'est-à-dire rendre visibles les conditions de construction. C'est aussi, c'est comme ce que je disais pour cette image, c'est aussi éviter de mettre les gens à distance en fait. Ça les comprennent assez rapidement. Une image, ça peut être très simple, ça peut être c'est comme ça que c'est fait. Et presque en fait ça les inclut aussi dans et pas juste dans un rôle de spectateur qui soit aime ou n'aime pas. La question se déplace en fait. Je pense qu'il y a l'intelligence du regardeur, du spectateur qui se met
met en marche et qui a l'impression de comprendre par lui-même et peut-être d'être le seul à comprendre que c'est dingue, cette image elle est faite comme ça. Finalement, ces personnages qu'on a fait là pour la marque de fringues, finalement c'est avec pas grand-chose, c'est fait. Alors après, ça déplace en fait, c'est pas un pur acte de création romantique et l'œuvre d'un génie, c'est l'œuvre très pragmatique de quelqu'un qui compose avec des éléments qui sont pas grand-chose. Et ça, je trouve qu'il y a un côté assez flatteur, qui montre, qui met l'esprit en mouvement aussi. Mais je pense qu'il y a aussi ça à voir vraiment avec ce qu'est le graphisme, c'est-à-dire qu'il y a une articulation avec des choses aussi qui sont très réelles et très aussi par moments pragmatiques. Et la notion d'auteur peut être aussi très différente parce que de toute façon il y a des auteurs que dans certains arts plastiques et ça ne se situe pas forcément tout le temps aux mêmes endroits. Et c'est vrai que je pense que même toi c'est pareil Thomas, c'est que même quand on faisait nos études, et je pense qu'il y a pas mal qu'à voir à ça, on était aussi assez attirés et sensibles par ça, c'est-à-dire comme des personnes comme Bruno Munari ou Enzo Mari, ou en fait tout ce côté-là, ou cette frange-là du graphisme, du design, de l'illustration, déjà des choses assez transversales dans les manières de faire les choses, et aussi des choses très simples où on a l'impression de dire ah bah ouais, moi je pourrais le faire. On a toujours aimé aussi ça, c'est parce que moi je trouve qu'il y a un côté assez joyeux, en effet assez vivant, de donner l'impression, même moi il y a quasiment beaucoup de choses que j'aime chez Marcel Duchamp viennent de là, c'est-à-dire de choses où tu te dis ah ben moi je pourrais le faire, j'aurais pu le faire. Alors après dans les faits c'est pas le cas, mais je trouve qu'il y a cette sorte d'allant là et d'énergie là assez joyeuse, moi qui me plaît en fait, que j'aime bien. Et même quand je repense à quand on faisait nos études, pour prendre par exemple des gens qui pour moi m'ont vraiment inspiré dans le graphisme, par exemple je me souviens de Jean Widmer avec le logo pour Beaubourg, où finalement je me disais ben oui, moi c'est des choses que je peux faire, c'est-à-dire c'est l'architecture du bâtiment qui donne à voir, et après c'est un signe. Et en fait il y avait aussi cette forme presque de fausse simplicité finalement, mais d'évidence là, qui était que c'est accessible aussi à tout le monde, même dans la résolution, dans la fabrication, dans la mise en place. Alors évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça et complexe que ça dans les faits, mais il y a cette sorte même n'importe quelle affiche de Widmer, j'ai l'impression que je pourrais presque la redessiner là rapidement, et je vois comment elle est faite, comment elle est fabriquée, comment elle marche. Et je crois que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, plus qu'une affiche art nouveau et extrêmement complexe, compliqué, avec des typographies complètement alambiquées, qui est en haut, même des affiches psychédéliques. Je sais que c'est aussi ces formes un peu alors je sais pas après pourquoi on est plus sensible à ça, mais en tout cas c'est ça qui nous a peut-être aussi assez attirés quand on a fait nos études. J'ai l'impression qu'aussi il y a le côté s'adresser à l'intelligence, oui, comme vous disiez, et pas prendre les gens pour des imbéciles aussi, quoi. En montrant aussi d'une certaine manière. Et pas les mettre à distance en fait, voilà. entre quelque chose qui pourrait les concerner, mais dont ils restent seulement spectateurs, les inclure dans un mouvement, dans un jeu de décryptage assez facile la plupart du temps. Bon, après, c'est pas forcément pour ça qu'on y arrive tout le temps, mais c'est vrai que je pense que ça fait partie de choses qui est souvent présente. Je repense après alors qu'il peut être un peu compliqué, le petit catalogue qu'on avait fait pour Chaumont, c'était l'an dernier. Finalement, ce livre-là, au départ, on voulait juste que ça paraisse être une sorte de pile d'affiches qui est posée par terre, et qu'en fait on enlève une affiche les unes après les autres, et comme ça on les voit toutes en fait. Et souvent on a donc, dans les faits, alors après ça se fait pas comme ça dans la mise en place, etc.,
Mais au final, c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire que c'est des affiches qui sont toutes prises en photo et on les passe en revue comme ça, en feuilletant le livre. Et la couverture, c'est plus ou moins des détails ou ces affiches-là accumulées qu'on voit pas trop et qui est juste avec un marquage estampillé par plus ou moins le logo retravaillé de Chaumont pour l'occasion ou transformé. Et en fait, du coup, il y a toujours un peu quand même une forme de lecture, un peu alors là, on va parler de trame, pas d'impression, mais de la trame un peu, presque de l'histoire du projet, de sa fabrication, et de son contexte, en fait. Et que nous, c'est ce qui nous plaît, je crois aussi beaucoup dans le graphisme, même quand on apprécie d'autres projets de graphisme, c'est souvent sous ce jour-là, et plus presque sous un aspect plastique ou virtuose, dans la plasticité, dans la forme, dans le dessin de la forme. Je pense que des fois, ça peut être secondaire pour nous. Encore Si vous voulez en avertir, peut-être choisi ce que tu veux. Système, jazz d'or, affiche, radicalité. Moi, je vais prendre radicalité. Non, parce qu'on a déjà parlé un peu des autres. La radicalité, justement, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la radicalité. Donc, c'est pas forcément quelque chose que. Ça dépend, parce que il y a plein de manières de prendre ce mot en fait. Oui. Non, si nous, limite, pour dire, moi je dirais qu'on n'est pas du tout dans la radicalité. On peut être, parce que dans le langage courant c'est souvent ça, on peut être par contre dans une forme de précision. Mais donc, ce qu'on entend souvent, radicalité, ça pourrait être synonyme de précision. Pour moi c'est complètement différent. Radicalité, veut dire, pour le simplifier, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'envisageais pas les choses comme ça. Pour moi, c'était plutôt quand vous avez pour un projet une entrée, vous l'emmenez jusqu'au bout et vous en jouez, et même sur la déclinaison, vous en jouez. En fait, il y a une forme d'unité qui se crée. Surtout quand vous êtes dans le système de mouvement, comme on en a parlé. D'accord, ok. Et du coup, en ce sens-là, je pensais à la radicalité, que ça va vraiment très loin, que c'est poussé très loin. Parce que c'est vrai que moi, la radicalité, je peux la voir comme un défaut dans le graphisme. Oui. Parce que aussi, par rapport à la manière dont on envisage ce métier de graphiste, on l'envisage, alors on vient de voir depuis tout à l'heure qu'on aime bien élaborer des systèmes, des choses comme ça, mais à côté de ça, on aime bien aussi, on a aussi vu qu'on aimait bien les commandes, et que pour nous, chaque commande peut potentiellement nous amener vers des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est ça qui nous fait du bien aussi à travers la commande, c'est un peu cette sorte de... C'est presque comme une fontaine de jouvence en fait, c'est que c'est quelque chose de très vivifiant et qui, alors des fois c'est pas tout le temps, là, c'est pas non plus tout le temps si simple que ça, mais en tout cas, sur le long terme, il y a quand même cet aspect-là de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent nous voir, c'est de nouveaux contextes, et chaque réponse prend un peu pas en compte, mais que se pose comme quelque chose aussi de nouveau. Un peu. Alors il y a plusieurs degrés, c'est-à-dire qu'à la fois il y a notre parcours et ce qu'on est, donc il y a qui traverse un peu toutes ces commandes-là, mais à côté de ça, les commandes nous amènent toujours vers des choses un peu nouvelles, on essaye. Et je pense que justement de prendre le graphisme comme appliquer des sortes de recettes un peu plus formelles ou qui sont un peu les mêmes, quel que soit le sujet ou le projet, peut être vu comme une forme de radicalité. Et pour moi, quelque chose un peu sec, austère, et qui, comme presque une fontaine qui peut se tarir parce que justement ce qui est un peu l'essence même dans le graphisme est lié à la commande et potentiellement qu'elle puisse nous amener vers des choses auxquelles qu'on n'aurait pas pensé faire, même formellement, même graphiquement, aussi en remettant un peu en jeu aussi certaines choses, et pas être sur des applications de recettes qui peuvent passer comme une forme de radicalité, mais qui sont plus des choses sèches en fait.
Mais sinon, oui, à l'intérieur d'un projet, quand on met en place une conception et un parti pris qui donne lieu à l'écriture, on va dire, d'un système, la plupart du temps qu'on espère ouvert, effectivement, on tâche de... C'est aussi intellectuel comme démarche, on tâche de le pousser le plus loin et sur tous les supports, oui, que tout ça ait une cohérence et mais est-ce que ça c'est de la radicalité? Alors peut-être qu'il y a aussi de la radicalité plus d'une manière comment en tant que vraiment graphiste, mais un peu au quotidien, c'est-à-dire à essayer de tenir sur pas mal de choses. Alors là, je vais partir complètement ailleurs, mais de pas faire d'appels d'offres non rémunérés ou qui sont dans de mauvaises conditions. Donc on refuse énormément de projets. Et par moments, on se coupe aussi de certaines choses parce que voilà, il y a alors c'est peut-être lié à certains principes qu'on a, mais dont on ne démord pas. Voilà, que si jamais on se fait aider, on essaie que ça soit dans de bonnes conditions par quelqu'un. Alors on essaye, voilà, ou vraiment quand un projet nous convient plus du tout, ou qu'on perd complètement le fil, et ben des fois, même si on l'abandonne, même si financièrement ça peut nous porter un peu préjudice, ou si voilà, on a peur, entre guillemets, on se dit peut-être ça nous guérira auprès de... Voilà, parce que c'est toujours des questions dont on se pose et qui sont naturelles, évidemment, parce qu'il y a aussi tout ce rapport-là qui est important et qui existe. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille, on essaye vraiment de garder ça sur ce qui est un peu les conditions de travail. Alors ça, c'est presque plus entre guillemets, peut-être aussi de politique. Oui, c'est plus un engagement en tout cas. Qui est en tout cas 100%. Nous qu'on a toujours essayé d'avoir ça, c'est-à-dire de garder une forme même qu'on se sente aussi un peu respecté, même en tant qu'individu, que travailleur dans ce qu'on fait, et que voilà, qu'on puisse ne pas accepter certaines conditions de travail qu'on juge pas recevables en fait, pas normales, pas juste, donc c'est aussi, on passe beaucoup de temps si quand même, des moments où en refusant un projet parce que les conditions sont pas acceptables, à dire pourquoi, et voilà pourquoi on estime pas acceptable. Donc oui, peut-être, alors c'est encore toute autre chose, mais la radicalité peut-être un peu à ce niveau-là en effet. Et du coup, ça implique aussi une forme de pédagogie dans ce que vous faites. Oui, au même titre que rendre lisibles vos images, vous allez, entre guillemets, un peu, j'aime pas ce mot, mais éduquer vos clients, et enfin, pas éduquer, mais... Oui, aide-moi. Oui, il y a énormément de pédagogie avec les... Ça dépend avec qui, parce qu'il y a des gens avec qui on travaille, où, entre guillemets, c'est acquis déjà. Mais on est obligé d'expliciter... forcément, de toute façon, c'est le job de tout graphiste. C'est pourquoi on propose ça, quelle ampleur ça a, que la personne en face puisse discuter, en fait, voire même réagir en connaissance de cause. Et c'est là aussi où ça nous est arrivé d'arrêter certains projets. Ou de ne pas en avoir. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Non. Parce que je sais qu'il y a pas mal de projets qui vraiment, qu'on nous proposait ou qu'on pouvait éventuellement avoir, et qui nous enthousiasmaient énormément, mais qui à côté de ça, par exemple, souvent c'est pour des histoires de délai, où nous on sent, par exemple, on va dire que dans le temps imparti, on ne peut pas dire qu'il y aura tous qui voudront, donc il faut trouver aussi d'autres articulations, parce qu'on parlait aussi d'articulation, de mécanique, il y a cette mécanique dans le temps aussi, dans un projet qui est long, d'expliquer que ça va se faire peut-être dans différents temps et dans cet ordre-là, et il y a toute cette mise en place-là qui est nécessaire pour que le projet soit amené à terme le mieux possible pour tout le monde en fait. Et souvent ça, forcément, ça peut être mal reçu, c'est-à-dire que la facilité peut être de dire tout est bon, tout est possible, pour dans un mois vous aurez tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, c'est nickel, signez là.
Et c'est vrai que nous, Oui, là-dessus, on a eu comme ça des projets qui ne sont pas faits parce qu'on savait très bien que c'est des choses qui sont pas possibles en fait. Ou si c'est possible, on en revient dans des conditions exécrables, c'est-à-dire à travailler le week-end, à travailler le soir. Nous, avec Thomas, on travaille quasiment jamais le soir, on travaille jamais le week-end. Et on essaye d'avoir comme ça aussi parce que c'est notre vie, donc que ça soit aussi quelque chose d'assez, entre guillemets, normal dans le rythme de travail. C'est-à-dire que on n'est pas spécialement non plus payé pour travailler le week-end et tout le soir. On a aussi notre vie à côté. Oui, puis on aime bien ce métier pour plein de raisons. S'il s'agit si c'est des projets, on refuse plein de projets qui partent, je les appelle comme ça, enfin, qui partent foireux, c'est-à-dire où on le sait d'emblée pour l'histoire de délai, on veut tout de suite, ou pour l'histoire d'argent, on n'a pas d'argent, mais de feeling peut-être même aussi. Et ça, du coup, on le fait pas parce que les raisons pour lesquelles on aime ce métier, c'est aussi qu'on l'exerce aussi dans un temps nous, on prend pas mal le temps de faire les choses. Et que si on l'a pas, en fait, on sait très bien que ça va. C'est presque voué à l'échec, en fait. Enfin, c'est pas les raisons pour lesquelles on aime bien ce métier. Si c'est pour le faire sur un coin de table et au bout de 2 jours de rendre un truc, peut-être que le commanditaire sera content, mais nous, ça nous satisfait vraiment pas, définitivement. Parce qu'il y a un temps de recherche, d'élaboration, de systèmes, de choses un peu plus qui potentiellement peut se déployer. S'il n'y a plus ça, je crois que dans le fond ça ne nous intéresse pas. Donc oui, en ce sens-là, peut-être qu'il y a une forme de radicalité, mais qui est presque, non en fait, plutôt une forme d'exigence sur les raisons pour lesquelles on fait ce métier. Et puis aussi, avec le temps, on se sent un peu légitime de dire ça à des commanditaires potentiels, de dire que non, enfin moi c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, Oui, c'est lié aussi à une forme d'expérience où on a vu que c'était pas possible, par exemple, de faire une identité qui complexe sur laquelle repose beaucoup de choses en une semaine, ça n'existe pas en fait. Parce qu'il y a toujours le temps de faire décanter, d'éprouver un peu les choses, et c'est comme ça. Et je pense que c'est vrai que qu'il y a une culture du graphisme des fois qui est un peu fragile à ce niveau-là, qu'il n'y a pas forcément en architecture ou peut-être en design, dans le sens où en architecture on ne va pas forcément demander des délais complètement aberrants, c'est-à-dire d'avoir un immeuble de 18 étages dans 6 mois. Non mais je pense qu'ils sont là-dedans aussi, mais disons que c'est plus compréhensible où quand on demande ça, qu'on demande un immeuble dans 6 mois de 18 étages, on sait qu'on demande quelque chose qui est quand même pas normal, et c'est un autre rapport aussi de force. Alors que dans le graphisme, les gens peuvent tomber des nues quand on dit bah non en fait c'est là pour dans 2 semaines c'est pas possible. Et parce qu'il y a peut-être un peu moins cette culture là parce qu'à côté de ça, ça nous arrive aussi parce qu'il faut aussi s'adapter, et puis c'est ça la commande, de dire ben voilà, nous du coup on va faire ça pendant 2 semaines et ensuite le mois prochain il y aura ça, et on articule aussi les choses en fonction de ces contraintes là. Mais ce qui marche pas, c'est quand de la part du commanditaire il n'entend pas du tout et qu'il veut en gros tout de suite. Ça marche jamais. Parce qu'un flyer sur internet, on peut l'imprimer et l'avoir en 24 heures, alors qu'un immeuble, a priori, on ne peut pas l'avoir. Oui, et voire même la conception, c'est-à-dire que la conception et surtout qu'il y a des exercices, on se rend compte aussi qui paraissent simples, qui sont très compliqués, notamment celui du logo ou d'une identité, est quand même toujours très compliqué et très long, parce que ça, symboliquement, ça résume énormément de choses, c'est toujours des points de crispation, à ce moment-là où dans une institution, on voit ce qui ne va pas dans cet exercice-là, voilà, même en interne, enfin c'est toujours quand même des choses qui sont longues, même si ça paraît un peu simple au départ, quoi. Donc ça reste toujours complexe. Une affiche pareil, ça synthétise beaucoup de choses. Un festival qui était monté, la programmation, tout ça, tout va reposer, à un moment ils ont l'impression, sur l'affiche, sur une image, c'est ça qui sera donné à lire, qui sera visible, et ça symbolise pour eux beaucoup de choses, de forces différentes. Et c'est là souvent où les contradictions sont mises un peu en lumière
près du commanditaire, tout ça. Mais ça, c'est ça qui est intéressant, mais du coup, ce fait que c'est pas si simple comme ça, et qu'il y a de la discussion, des allers-retours, etc. On vous avait demandé un projet dont vous aimeriez nous parler. Je ne sais pas si vous avez pu... Peut-être qu'on peut parler de ça, parce que c'est nouveau, et, Oui. et puis comme ça, on C'est n'en a assez jamais trop parlé, particulier, en plus, et puis ouais, c'est ouais. singulier. Oui, c'est vrai. Oui. Avec cette typo. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas, c'est une revue liée au basketball, le sport. Donc pour la petite histoire, parce que je pense que c'est nécessaire, on a travaillé pendant... ça fait 3 ans qu'on travaille pour cette revue qui s'appelle Itinéraire d'une cuisine contemporaine, un nom à rallonge. Donc c'est des gens en fait qui sont venus nous voir il y a quelques années, qui s'appellent Fulgurance, qui ont, à l'époque c'était une bande de petits jeunes, qui sont moins jeunes maintenant, mais qui faisaient un blog de cuisine, qui étaient journalistes autour on va dire de la cuisine contemporaine. Et ils sont venus nous voir pour qu'on refasse leur identité. Et puis surtout, après, ils ont décidé de faire un journal. Puis ils ont ouvert un restaurant. Donc c'est un peu. Et donc là, c'est le 4e numéro qu'on fait de cette revue, une revue franco. C'est en 2 langues, c'est bilingue, qui présente 10 personnalités du monde de la cuisine, du monde entier. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on a fait avec eux et qui. Donc c'est 2 journalistes et un photographe, Benjamin Schmuck. Et en faisant ces magazines, on a travaillé avec le photographe qui lui passait commande à d'autres photographes pour les sujets images. Et on s'est assez bien entendu avec lui, donc ça fait 2-3 ans qu'on le côtoie assez régulièrement. Et il y a 2 ans, c'est ça, hein, il y a 2 ans, il nous a parlé d'un de ses amis qui avait un peu d'argent, fan de basket, qui souhaitait faire une revue un peu atypique autour du basket. Et donc assez naturellement, je parle de ça parce que c'est très lié, c'est le photographe, on a travaillé, ça fait 3 ans qu'on travaille avec lui. Et c'est vraiment sur la foi, on va dire, de notre association que le rédacteur en chef qui voulait monter ce magazine de basket nous a confié un peu à Benjamin et à nous presque la construction, on va dire, de ce que pouvait être une revue autour du basket. Alors lui, le rédacteur, a réuni de son côté une équipe de journalistes et de gens qui écrivent. Mais comme vous le voyez rapidement, quand même, c'est un magazine de 128 pages. Finalement, on en a fait un magazine assez grand, assez long. C'est 75%, enfin 3/4 visuel en fait comme magazine. Donc Benjamin s'est occupé lui de passer des commandes à des photographes, nous à des illustrateurs, et on a produit certaines séries visuelles nous-mêmes. Et donc c'est un travail assez particulier parce ça a mis 2 ans à voir le jour en fait. Parce que c'était pas une équipe de professionnels, tout le monde faisait un peu ça sur son temps libre. Oui, c'était fait d'une manière un peu amateur. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet finalement, c'est par rapport à d'autres types de commandes, ça va être une institution qui va venir nous passer commande, etc. Là, on va dire que c'est un particulier qui est la personne qui nous a demandé ça est avocat. Juste, elle aime bien le basket, elle connaissait pas grand-chose au graphisme. Et donc, elle est venue et on avait une forme presque de carte blanche pour monter l'ensemble. C'est-à-dire, il y a eu du coup une liberté qui est pas si commune de choisir le format. Alors nous, rapidement, avec Thomas, on s'est dit qu'on allait imprimer ça en grand format sur un papier qui coûte pas cher. Vous voulez faire ça en rotatif pour pouvoir imprimer beaucoup de pagination, c'est-à-dire au lieu d'avoir 80 pages, on va en avoir 120 si on voulait, et pouvoir étaler des séries, mettre 10 doubles pages d'images à la suite, et voilà, pour qu'ils puissent avoir comme ça des choses très visuelles en fait dans le magazine. Et ce qui fait qu'à la fois c'est long, on ne sait pas trop où on met les pieds ni ce que ça va donner,
il y a beaucoup de tâtonnements, notamment sur quels sont les types de sujets, mais au final, ça donne quand même un magazine assez singulier, en fait, qui va peut-être amener sur d'autres choses. Du coup, c'est assez agréable de voir que ça, des choses qui vont se monter, même dans le temps, même si ça prend le temps, puis après qui existent et qui sont faits d'une manière assez aussi rafraîchissante du fait que personne n'avait jamais fait ça avant. Donc, Et puis aussi pour nous du sujet, parce que c'est con, mais on travaille beaucoup pour l'art contemporain, la musique, les arts vivants. Tout d'un coup, avoir un objet de travail qui se situe plutôt du côté du sport, mais pas exactement sur un angle performance, mais plus. C'est plutôt marrant, enfin moi ça nous fait du bien aussi. Et puis de passer commande à des illustrateurs qu'on aime bien, en leur demandant un travail sur des mascottes de basketball. Moi je trouve ça. Enfin, ça fait du bien à tout le monde, je pense aussi. D'être sur des. C'est un peu ça d'ailleurs le graphisme qu'on aime aussi, c'est-à-dire de pouvoir passer du basket à de l'art contemporain, à de la cuisine, à du jazz pointu. Ça fait partie des choses qui font que moi, on aime bien notre métier. C'est-à-dire, on n'est pas monoculture, c'est presque au contraire. Nos sujets de travail, c'est le monde dans son ensemble, et donc y compris le sport à un moment donné. Sous un angle évidemment, je ne suis pas sûr que demain on fasse. Si on nous demande un magazine sur la saison actuelle du foot, un truc très. Je suis pas sûr qu'on le fera. Ça, c'est une manière aussi de. Peut-être toi. Mais ça, c'était une manière aussi d'aborder le sport, aussi avec une subjectivité qui est la nôtre. Donc, il se trouve qu'on avait fait. C'est aussi là-dessus que c'est parti. On a fait tous les deux, quand on était plus jeunes, beaucoup de basket en club. Donc c'était assez drôle de se remettre dans l'esprit. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup lié, je trouve, c'est pour ça que j'aime bien à la singularité de la demande, en fait, et au montage un peu qui s'est fait parce que c'est un peu comme des interstices, c'est-à-dire que c'est pas ni une structure, ni une institution, mais quelqu'un de privé qui a un peu de sous et qui veut faire quelque chose avec, et qui le fait du coup de la bonne manière, en prenant le temps, en s'entourant autour de lui. Donc voilà, donc c'est agréable parce que je pense que le résultat il est beaucoup lié à ça. C'est-à-dire que si c'était un groupe de presse ou un éditeur ou même une institution qui serait venue nous voir, il n'y aurait pas du tout eu ça comme objet final, je pense. C'est ça qui est drôle, c'est aussi dans le graphisme, et c'est pour ça que toi on parlait de l'importance de la commande, c'est que c'est vraiment ces singularités qui amènent qui est un peu le point de départ de chaque projet. Alors des fois on peut trouver ça un peu monotone justement quand les commandes se ressemblent un peu les unes un peu après les autres, parce qu'aussi en France il y a beaucoup, enfin en France, non je sais pas si c'est qu'en France, mais on est beaucoup souvent appelé pour des choses qu'on a déjà fait, donc des fois si on fait ça, on nous appelle parce que pour exactement quasiment la même chose ou des mêmes contextes, etc. Il y a des trucs qu'on n'a jamais fait, en fait. Je me disais, par exemple, on n'a jamais fait un catalogue pour un artiste, une monographie. Et vous aimeriez ? J'adorerais. Moi, j'aimerais bien faire plus d'éditions, mais un peu catalogue. C'est-à-dire pas forcément. On fait toujours des choses un peu à cheval, entre des magazines. Là. Alors après, c'est aussi notre manière de prendre quand on a des commandes de catalogue. On fait peut-être pas forcément de manière, je sais pas, classique mais par exemple là c'est la première fois, je crois, on fait un petit livre c'est une restitution d'un colloque et c'est que des textes, format livre de poche. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, genre un truc que de texte avec des textes noirs et blancs dedans, et ce qui est agréable parce que c'est vraiment un autre truc, c'est-à-dire qui peut être assez simple, qui est pas mais voilà, faire une collection de livres de poche, ça va être bien. Oui, ça, oui, voilà, ça ferait. On adorerait, quelque chose qu'on adorerait faire. Nous demande de concevoir une collection de livres de texte.
une collection. Donc, Ouais, le message est passé. Voilà. Non, mais il y a des, non, mais il y a des, c'est plus presque des exercices. Par exemple, l'exercice. Alors, étonnamment, avec Thomas, on n'a jamais fait par exemple, de travailler pour des théâtres. Et en fait, les théâtres, ça a souvent failli se faire, mais ça s'est pas fait. Et les théâtres, ça, pas tous, mais ils peuvent avoir la particularité d'avoir besoin d'affiches à l'année, en fait, pour une saison. Donc, par exemple, d'avoir besoin de 5 à 10 affiches dans l'année. Et ça, forcément, il faut prévoir une série. Et c'est des problématiques qui nous intéressent énormément, mais qu'on n'a jamais faites. C'est-à-dire qu'on l'a fait, parce qu'on a fait de temps en temps des appels d'offres pour des théâtres, donc on s'est posé la question, mais ça s'est jamais fait, il n'y a jamais eu le résultat ni la résolution. Mais c'est une articulation qu'on trouve super intéressante, mais auquel on n'a jamais été confronté vraiment encore. Avec des problématiques qui sont qu'on n'a pas dans d'autres commandes, mais par exemple pour le cas d'un théâtre et des séries d'affiches, c'est comment où mettre le curseur entre l'identité du théâtre et l'identité singulière de la pièce. Et il y a, bon, évidemment, peut-être quelques exemples réussis et d'autres beaucoup moins, mais c'est vraiment des problématiques qu'on aimerait bien scolter et faire des propositions. Comment on fait des systèmes d'identité visuelle très identifiables, à la fois qui restent ouverts pour accueillir des expressions et des langages et puis des idées différentes. Comme une collection de romans, en fait. Oui, c'est pas loin, d'une certaine manière, oui. Donc il y a plein de choses encore sur lesquelles on aimerait bien travailler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, et puis nous aussi, on dit ça parce qu'on connaît aussi pas mal d'autres graphistes qui disent la même chose, c'est-à-dire genre, je suis à mon 15e catalogue d'expo, là, et à un moment, j'aimerais bien avoir une affiche ou une commande pour un festival. Et voilà, donc tout le monde est aussi dans un peu cette forme de réalité-là. Oui, pendant 6 ans, je sais pas, au tout début, on a fait énormément de cinétiques d'exposition parce qu'on avait travaillé pour Centre Pompidou, puis ils nous ont refait travailler, puis le Grand Palais nous a appelé, puis la Fondation Cartier. On a fait beaucoup de cinétiques. Au bout d'un moment, on est ras-le-bol. On a envie de faire de l'édition, personne ne nous a jamais appelé pour faire de l'édition. Donc on a commencé à refuser des projets de cinétique. Finalement, mais tardivement, dans les années 2010, 2011, 2012, on a commencé à avoir des commandes d'édition. Il se trouve que maintenant, alors la situation s'est pas inversée, mais on ne fait plus du tout de signalétique. Mais on fait énormément d'éditions en fait. Et c'est des cycles un peu comme ça. La majorité de notre travail, c'est un travail d'édition. Ça nous va. Peut-être que dans 2 ans, on en aura ras-le-bol, j'en sais rien. Et du coup, peut-être question un peu plus technique. Vous dites toujours, en tout cas au démarrage, nous on se dit comment cibler ses clients et comment avoir ses clients. Vous aviez une idée très précise du fait que vous vouliez bosser dans le plutôt dans le culturel, on va dire. Non, nous, c'est l'inverse en fait. On avait et obtenir ses clients. Non, nous, on avait, au début, moi j'avais une vision super romantique du graphisme. C'est-à-dire, je me disais, j'aimerais bien travailler pour tout, que ce soit pour l'industrie, la culture. Et je pense que parce que aussi j'avais, c'était par mes études, je pense beaucoup en tête des images des graphistes suisses des années 50-60, où il y avait aussi, ils pouvaient travailler pour l'industrie, pour des théâtres, pour comme Miller Brookman, etc. Et c'est ce qu'on s'était toujours dit, c'est-à-dire que d'une manière un peu primaire, se dire on peut travailler pour tout et tout le monde, et c'est complètement ouvert les choses. Et de la même manière, tout à l'heure qu'on disait à l'instant que plus on fait d'édition ou de la cinétique, plus on appelle pour l'édition ou de la signalétique, là plus on met le doigt un peu dans le culturel, dans des institutions, plus les autres institutions peuvent nous rappeler, etc. Nous, on n'a jamais mis par exemple le doigt dans des rapports annuels d'entreprise. Et du coup, on nous appellera, je pense, jamais, a priori, pour ça. Parce que ça fait un peu effet boule de neige, sauf que nous... on a répondu à un truc. On a répondu, mais là, c'était plus pour l'argent.
En fait, non, c'était pas une commande directe aussi. C'était un peu plus ça passait par une agence, donc c'était plus une mission, proposer un truc, j'en payais 5 jours, attends la journée. Donc c'était pas. Et puis il demandait à 2 ou 3 graphistes de faire ça. Mais donc au départ, on voulait vraiment travailler. Je sais que par exemple, Thomas Di Metto, à l'époque, il bossait beaucoup pour le monde de la nuit, on va dire. Paris, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de flyers pour des clubs. Donc il y avait aussi un peu toute cette frange-là, peut-être plus liée à la musique et tout ça. Et puis petit à petit, c'est vrai que ça se recentre un peu. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parlait du magazine Entorse, ça fait du bien qu'il y ait une personne lambda, privée, qui vienne comme ça demander de l'aide. Et on a assez peu démarché. On a assez peu démarché, oui. C'est-à-dire qu'on a eu cette chance-là, et puis peut-être aussi cette forme c'était de pas la même flemmardise, époque non plus que maintenant. On a pris, et ce qui presque... C'était toujours des situations. Un tel, bonjour, peut-être, oui, on peut travailler ensemble. Puis de fait, même ça continue un peu comme ça aujourd'hui. Il se trouve que ça nous va tout à fait. Après, au début, on faisait beaucoup de... je pense qu'on avait une... Alors, moi, je me souviens, tout au début, j'avais une notion assez floue, c'est-à-dire que j'étais... n'importe quelle commande, j'étais content. Parce qu'il y avait cette idée aussi de rémunération. J'étais toujours super content de pouvoir payer mon loyer en faisant du graphisme. Et en tout cas, tout au début, il y avait un côté quand même un peu secondaire de pourquoi il y avait déjà cette sorte aussi d'énergie. Je me souviens on faisait pas mal. Alors toi aussi, tu bossais un peu dessus. Par un certain biais, des catalogues pour la Lafayette Gourmet, pour les gars Lafayette. Donc par exemple, on faisait les catalogues de vin pour la foire au vin. Donc alors c'était des trucs, fallait détourer les bouteilles de vin, c'était tout un... Enfin, voilà, c'était comme des catalogues de bouteilles de vin, il n'y avait vraiment aucun intérêt comme ça, si ce n'est que on était payé pour le faire. Alors, déjà pour nous ça avait un certain intérêt, parce qu'on sortait de nos études, il fallait bien quand même payer le logement, enfin tout ça, en vivre. Et puis à chaque fois on trouvait, enfin je me souviens quand même, je trouvais toujours une petite satisfaction moi ça m'a permis de voir comment vraiment on détourait dans Photoshop à l'époque avec les points d'ancrage et comme ça. De voir que tous les Bourgognes avaient... Non mais c'est ça. Non, c'est que du coup à la fin, par exemple, je savais qu'il y avait tant de points d'ancrage pour une bouteille de Bourgogne, il y en a moins pour une bouteille, alors qu'il y en a qui sont plus simples parce qu'il fallait les poter, les détourages de bouteilles. Et forcément, il y a des régions qui sont plus dures à détourer que d'autres. Mais bon, ça c'était... je sais pas, enfin, pour dire qu'il n'y avait pas non plus... parce que c'est aussi des choses dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il y a des gens qui sortent de leurs études, sont assez précis déjà dans leur écriture, parce que c'est du fait la formation aussi a pas mal changé. C'est précisé, donc ils ont cette écriture-là qui est un peu plus, des fois presque même exigeante, et du coup aussi des exigences sur le domaine de travail, comment travailler, par quel biais, est-ce que c'est par collectif, etc. Nous, je pense qu'on a commencé, ce qu'on disait au début, que ce soit CDI ou toi tu es à la place de chez Malmartin, enfin on prenait un peu les choses peut-être d'une manière un peu plus légère, sans avoir peur de se griller, en se disant si je fais... Je faisais du luxe pour acheter, je travaillais pour Armani, L'Oréal, mais je savais pas, en fait ça me plaisait de voir, et au bout de 2-3 ans où j'ai fait ça, je travaillais tantôt pour du théâtre, tantôt pour un festival de jazz, tantôt pour du luxe, avec des commanditaires qui n'ont strictement rien à voir, qui parlent pas de la même chose. En fait c'est plutôt ça que l'école qui m'a permis de savoir. Enfin, ce qu'on appelle le graphisme, c'est vaste, c'est énorme en fait. Il y a presque des dizaines de métiers regroupés à l'intérieur d'une dénomination qui n'ont pas grand chose à voir en fait. Même si après il y a des liens. Mais je veux dire, faire un dossier de presse pour un parfum et faire une affiche de jazz.
en termes de commanditaire et de manière dont on prend le boulot et dont on réfléchit à ça, ça n'a strictement rien à voir. Donc moi, j'y allais avec bonheur, avec curiosité plutôt. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, j'ai au moins cette expérience-là, ça m'a permis un peu de préciser ce qui m'intéressait plus que certaines choses m'intéressaient plus. En tout cas, je me souviens, on se disait pas genre ça craint, ou j'ai honte, ou c'est la honte. Parce qu'on faisait ça, il y avait vraiment quand même, on se congratulait. Parce que, je sais pas, j'avais un catalogue de vins et que ça allait être payé, ça se trouve c'était encore les francs à l'époque, je sais plus, tant de... Et que... Voilà, et je pense que c'était bien de laisser un peu aller les choses et puis les lumières un peu ouvertes parce que nous, ça a été tout au début, le graphisme, ça l'est toujours maintenant, mais aussi notre manière de gagner notre vie, quoi, de subvenir à nos besoins, et ça dès le début, en fait, dès après nos études. Et finalement, il y avait une approche comme ça assez saine dans ce rapport-là. Les premières fois, j'en revenais pas, qu'on me demande, qu'on me paye, alors que j'étais sur l'ordinateur, que j'envoyais un fichier, puis j'étais payé en échange. Paul Cox nous disait, ça a quelque chose de miraculeux, une commande. En tout cas, à mon avis, ça peut être pas tout le temps très vertueux de se mettre soit une forme de pression, soit être dans quelque chose de trop précis, parce qu'en fait, ça peut renfermer aussi, dès le début, en fait. Et puis, il y a aussi un peu des modes, c'est-à-dire que de se dire que c'est du graphiste indépendant, qui est un peu libre, et qui est dans des commandes, un peu... Enfin, il y a comme ça un peu des poncifs qu'il peut avoir. Moi, je connais... des graphistes qui commencent et qui se sentent beaucoup mieux en CDI, salarié, que les graphistes indépendants. Et c'est bien. Et heureusement qu'il y a besoin de graphistes en agence aussi. Donc voilà, il n'y a pas de... On va juste avoir une dernière question sur l'objet surprise, du coup. On vous a demandé de mettre de côté. On a chacun le nôtre. Ouais, mais c'est très simple. C'est pas vraiment une surprise. Mais j'y pensais ce matin, parce que j'étais là, et je me disais, ah oui, tiens, c'est vrai. Non, mais c'est des objets qui ont une importance dans le temps, parce que je me rappelle justement quand on a commencé, je pense. À l'époque où je ne savais pas exactement. On ne faisait pas de livres en plus. J'étais tombé, c'est toi qui m'en avais montré, puis en Allemagne j'en avais retrouvé, donc j'en avais commandé par courrier. C'est à l'époque le collectif, enfin c'est un duo, Sian, des Allemands. Sian, ça vous dit rien ? Non. Bon, allez voir, c'est plutôt bien. Qui faisait, ça n'existe plus, qui faisait une revue qui s'appelait Form plus Zweck. Donc c'est une revue, mais en ayant vu quelques numéros, on était sur le cul de voir que c'était possible de faire des objets complètement bizarres, complètement singuliers, et puis surtout à chaque numéro, quelque chose de complètement différent. Alors je dis ça a une importance parce que je pense qu'on les a auscultés de long, large et en travers, parce qu'on une forme de virtuosité, et d'autant plus moi que je me suis concentré que sur presque la forme, l'histoire de forme. Le sens ne comptait pas puisque c'est en allemand, je parle pas allemand. Et donc c'est assez singulier aussi d'acquérir et de collectionner, et puis même c'est des objets qui ont eu une importance longtemps pour moi, d'objets que je ne pouvais pas lire en fait. Donc ils avaient une importance pour moi en termes de... Donc c'est tout ce dont on parlait tout à l'heure en termes de qualité d'impression, de papier, d'encre, de manière d'utiliser de la surimpression et surtout une matière première. On sentait qu'il leur était donné, mais qui transformait tellement qu'ils en faisaient autre chose. Une liberté dans la manière de composer, de mêler images et textes. Et surtout, d'une revue, d'un numéro à l'autre, ils rebattaient les cartes, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de maquette, en fait, presque. Chaque numéro était l'occasion d'une nouvelle maquette. Donc là, les 3 livres très petits... Alors non, c'est les deux, c'est deux avec des papiers. Enfin, quelque chose qui est... où vraiment,
quelque chose, je suis rentré par la matérialité. Ils me fascinaient, je les ai auscultés longtemps et j'ai inconsciemment, je les ai digérés, j'ai même dû commencer à travailler certaines mises en page en ayant ça en tête. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. En fait. C'est-à-dire, je sais, c'est sur des thématiques assez larges. C'était lié au Bauhaus, je crois. Oui. Donc c'était beaucoup par rapport à l'objet, l'urbanisme, l'esthétique, d'une manière large. Mais avec des choses qui sont assez fascinantes. Alors, et comme la question de la lisibilité pour moi se posait absolument pas, puisque j'avais rien à lire, deux mots en allemand, mais il y avait une forme de liberté, autant dans la collection que chaque numéro, avec des marges, des matières, des trucs. Ça a été pour eux, je pense, j'ai jamais rencontré Sion, mais ça a été pour eux, je pense, un espèce de terrain de recherche qui se transformait à chaque numéro par un objet différent. Ça, par exemple, c'est moi qui l'ai monté, mais c'était un numéro à monter soi-même. C'est-à-dire que la reliure, c'était à visser ensuite. Bon, des objets complètement singuliers, en fait. Et qu'on a depuis longtemps. Enfin, moi, je sais que ça fait 15 ans que je les ai. Donc déjà, il y a 15 ans, on n'est même pas encore en train de se demander si on voulait faire des livres ou pas. Je sais que des exemples d'édition qui étaient importantes pour moi, c'était ce genre de truc, par exemple. Et celui-là, parce que c'est pas pour les mêmes raisons du tout, rien à voir. Mais ça fait quelques années que je l'ai sous le coude et que j'ai envie de... alors évidemment, il faut l'occasion, mais on parle de livres aussi, de faire des choses toutes petites, en fait. Je trouve que ça se fait plus, même aujourd'hui, parce que ça, faut voir, c'est l'école des loisirs, en fait, qui, à un moment donné, là, c'est un bouquin de Maurice Sendak. C'est une adaptation, alors l'exemple n'est pas très bon, parce que c'est une adaptation d'un bouquin qui existait déjà, et dont ils ont fait... c'est juste une réduction. J'ai d'autres bouquins chez moi, des petits, parce que j'en collectionne quelques-uns, où on sent que ça a été fait exprès pour, c'est-à-dire qu'il y a une page texte où c'est écrit en assez gros, une petite image, l'image c'est pas une réduction, elle a été faite pour cette échelle-là. Et voilà, ça fait partie des choses que j'ai comme ça sous le coude, en disant, mais ça, pour certains, je sais pas à quelle occasion, j'aimerais bien faire un tout petit objet en fait, un tout petit livre parce que je trouve que ça change complètement le rapport à la main, le rapport au contenu qui forcément devient beaucoup plus court. Il y a presque une forme à inventer qui est liée au livre. Après moi je fais pas de livre, je veux dire en tant qu'auteur, mais je trouve ça, je sais pas, ça m'interpelle et j'aimerais bien un jour, dans le cadre d'une commande ou pas, de concevoir un tout petit objet qui est plus petit que... C'est un quart de carte postale. Je trouve ça assez fascinant. Donc c'est pas des objets, c'est des livres, mais c'est des objets quand même. C'est des objets. Oui, non, mais c'est pas un livre standard, c'est des livres qui ont une qualité d'objet. C'est pour cette raison-là que j'y ai repensé ce matin. Moi, c'est une boîte en vieille boîte verte, je décris que c'est à la radio, et de timbres en caoutchouc du Jura. Et dedans, il y a en fait, c'est le département du Jura qui est. Alors, il y a tout ce qui est administration, donc c'est les villes, le relief, et en fait, on met les tampons les uns par-dessus les autres, je pense, pour avoir reproduit le département du Jura. Donc, du coup, je viens du Jura. Et en fait, mon père, il travaillait aux archives départementales du Jura. Et du coup, il récoltait pas mal de choses. Il faisait la tournée dans les communes pour récolter des archives dans les mairies, dans les cures, l'église, etc. Et il ramenait aussi à la maison, il y avait comme ça des vieux trucs. Et cet objet, je l'ai toujours presque connu chez moi. Et je l'ai toujours bien aimé. C'est un peu comme Thomas avec les livres de Sian, ça fait 15 ans, puis dès qu'il les a vus. Là, alors pour plein de raisons, mais en tout cas, j'ai toujours bien aimé cet aspect un peu... déjà, je le trouve assez joli esthétiquement, et en plus, il y a un côté kit, c'est-à-dire imprimer soi-même, puis
Voilà, et tout ça, c'est rangé dans une boîte. Enfin, du coup, il y a plein de choses qui me Une plaisent. logique de couche aussi. Voilà, il y a plein de choses qui me plaisent Montre les dedans. coulisses, comment Et, fabriquer. donc, c'est juste un objet qui m'est du coup très, très familier. Et que, ça fait partie des objets que j'ai l'impression que je connais depuis tout le temps, mais qui me plaît toujours autant. Il y a une cassette. Donc ça devait être une collection aussi, je pense. Il doit y avoir tous les départements de France, j'imagine. C'est fait à Grenoble. C'est pas un truc genre kit pédagogique Je sais pas. pour les écoles. ouais. C'est pour intéresser le tampographe. Ouais, Alors c'est drôle parce que je l'ai il jamais. mettrait d'autres légendes, je pense. Pour le coup, Il mettrait d'autres légendes. Oui. non, pour le coup, j'ai jamais essayé de D'imprimer. l'utiliser. Ah oui. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est génial. C'est votre naissance. C'est mal fait. Finalement, il est pas si bien que ça. C'est vraiment pourri. Un immense merci à Clément et à Thomas de nous avoir accueillis et de nous avoir offert ces quelques heures de leur temps pour discuter ensemble le 23 janvier dernier. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!